Bonjour. Vous êtes l'une de ces personnes. Vous avez une longue journée d'école derrière vous. Ou était-ce au bureau? À moins que vous ne reveniez de course. Vous voilà enfin rentré. Vous vous détendez. Vous allumez la télévision? These people live in constant fear of eviction. They had already been forced out of. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? In this place, people die so we can get mobile phones. Vous avez déjà entendu tout ça. Vous vous sentez à la fois triste et désabusé. Le monde est plus riche que jamais. Et pourtant, il y a apparemment de plus en plus de pauvres. Economies have been on the edge of a financial and economic precipice. Vous vous endormez. Vous allez faire un rêve étrange qui commence sur cette pensée. Pour que la pauvreté devienne de l'histoire, il faut commencer par comprendre l'histoire de la pauvreté. Vous êtes dans une bibliothèque. Des livres flottent dans les airs. Des voix s'en échappent et vous parlent. La pauvreté, la richesse, le pouvoir, l'absence de pouvoir sont liés. La croissance ne résout pas automatiquement le problème de la pauvreté. Que pouvons-nous faire pour eux? Quels sont leurs besoins? Ce sont des questions trop générales. Les réponses sont multiples. Garçons ou filles, vous vivez à la préhistoire. Voici vos parents. Votre père n'a pas de voiture, votre mère n'a pas de réfrigérateur et vous n'avez pas de lecteur MP3. Mais il y a beaucoup d'animaux sauvages. À votre avis, vous êtes riche ou pauvre au début de l'humanité? Au moins, les gens semblent tous égaux. Vous avez faim. Votre père part chasser de quoi manger. Si on veut écrire une grande histoire de la pauvreté, on peut distinguer 3 ou 4 chapitres. On peut commencer avec les chasseurs-cueilleurs. Leur mode de vie a de grands avantages. Avec peu de travail, ils obtiennent suffisamment de nourriture, suffisamment de calories pour vivre. Pour ceux qui aiment paresser sur la plage au soleil, c'est idéal. En revanche, c'est un mode de vie peu sûr. Votre rêve devient plus sombre. Une période glaciaire commence et vous n'avez pas le chauffage central dans votre grotte. Vous serez bientôt congelé. Vous ferez un superbe spécimen d'homme pauvre parfaitement conservé. On vous exposera plus tard dans un musée. Le manque de sécurité du chasseur-cueilleur signifie qu'il peut mourir brutalement. En cas de changement brutal du climat, par exemple. Ou si une épidémie tue les animaux dont il se nourrit. Il lui est quasiment impossible de se prémunir contre ce type d'événement. À l'âge de pierre, sans nourriture ni médicaments, vous mourrez avant même d'avoir pu vous demander si vous étiez riche ou pauvre. Votre âme survole maintenant les civilisations antiques. Vous voyez des millions de petits paysans avec leurs huttes et leurs champs. Tout respire la misère. Sauf les palais des rois, ces millionnaires de l'Antiquité. La terre entière était pauvre. La pauvreté, c'est-à-dire le manque d'accès permanent à la nourriture, à l'eau ou aux meilleurs soins de santé de l'époque,
Cela touchait 90% de la population. L'espérance de vie était de l'ordre de 35 ans, presque partout dans le monde. C'est moins de la moitié de l'espérance de vie actuelle. Quasiment toutes les communautés étaient sujettes à des famines à répétition, même dans les sociétés les plus avancées. Maintenant, vous savez que vous allez être pauvre très longtemps. Mais une nouvelle invention peut vous aider. La charité. On la retrouve dans toutes les religions du monde. Laquelle est la plus intéressante? Vous êtes propulsé en plein Moyen-Âge, au Caire. Dans une pièce où s'entassent des planches de bois, des scies, des marteaux et un chandelier juif. Vous devez être un menuisier juif. Vous barricadez votre porte. Mais pourquoi? Dans les grands centres urbains comme le Caire, la population atteint 200 à 250 000 personnes au Moyen-Âge. Beaucoup de gens dorment dans les rues. Certains ont des logements de fortune, des cabanes ou des tentes. Mais d'autres dorment sur un banc, sur le bas-côté de la rue ou même dans le fossé. Vous n'en êtes pas encore là. Mais ça pourrait venir. Vous n'avez pas payé vos impôts. Les soldats risquent de vous arrêter. Comment votre famille fera-t-elle pour s'en sortir? Durant la prière du vendredi, les mendiants faisaient la queue devant les mosquées. Ils ne se donnaient pas la peine d'aller prier. Ils attendaient simplement que les fidèles sortent pour leur demander l'aumône. À l'époque, personne ne songeait à abolir la pauvreté. Cela faisait partie de la vie. La charité était une bonne action. Donner aux pauvres était une manière de racheter ses péchés. Par un seul acte de charité, tu fermes les 70 portes de l'enfer. Le seul vrai don est l'aumône aux pauvres. Tout le reste n'est qu'échange. Se réjouissant de la charité, le sage sera heureux dans l'au-delà. Vous décidez d'écrire une lettre à votre rabbin. Je n'ai jamais demandé l'aumône à personne, mais je dois de l'argent aux musulmans. Je me cache. Mes enfants et ma mère âgée meurent de faim sous mes yeux. J'implore l'aide de Dieu et la vôtre. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Mon Dieu, aide-moi. Sauve-moi du percepteur. Regardez-vous maintenant. Vous êtes un empereur Inca en Amérique du Sud. Vous êtes riche, mais ça ne va pas durer. Vous allez devenir pauvre à la vitesse grand V. L'ère du colonialisme a commencé. Les conquistadors ont envahi votre pays. Ils vous promettent la vie sauve en échange de votre or. La pauvreté est la conséquence d'un vol. Derrière toutes les formes de pauvreté moderne, il y a l'usage de la force. Vous êtes emprisonné. Votre peuple se meurt sous vos yeux, décimé par des maladies comme la grippe ou la syphilis, importées par les conquistadors. Les Européens sont responsables de la pauvreté des habitants d'Amérique du Sud. Ils leur ont pris leurs terres et les ont déplacés. Privés des moyens de subvenir à leurs besoins, les Sud-Américains ont dû travailler dans les plantations, les haciendas, les mines, où ils extrayaient l'or et l'argent tant recherchés par les Européens. C'est ce qui a fait sombrer des millions d'entre eux dans la misère. Dans votre rêve, l'empereur Inca fait un rêve. Vous survolez la Terre. L'Europe n'est pas encore plus riche que le reste du monde. Vous vous demandez comment les choses ont pu changer à ce point. La réponse est peut-être en Amérique du Sud. Les colons européens sont en train d'y jeter les bases de la pauvreté moderne. Puis vous traversez les nuages en direction de l'Afrique
pour voir si le continent noir souffre déjà de la faim. L'Afrique précoloniale avait une économie très prospère. Beaucoup de gens ordinaires participaient à la production économique. En Afrique de l'Est, quand les Portugais sont arrivés à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, les sociétés swahili de Mogadiscio à l'île de Kilwa au large du Mozambique étaient à l'apogée de leur puissance commerciale. D'ailleurs, en découvrant ces villes côtières bouillonnantes d'activité, les navigateurs portugais ont voulu s'en emparer. En Afrique centrale, les terres cultivées étaient nombreuses. D'après les missionnaires et les soldats portugais, l'agriculture du Congo était plus productive que celle du Portugal. Dans le domaine de l'artisanat, ils considéraient que le textile et la métallurgie égalaient ce qui se faisait de mieux en Europe. Avant 1492, l'Europe était à la périphérie du système monde. C'était une région relativement pauvre comparée au reste du globe. En Afrique, en Asie et en Amérique, il y avait des civilisations florissantes. Après 1492, la situation change radicalement. Vous, l'empereur des Incas, mourrez étranglé avec un collier de fer. Nous appelons cette mort douloureuse le supplice des garrots, vois-tu? Vous vous sentez tomber, puis vous vous retrouvez à ramper vers le centre de la Terre. Vous ressortez de l'autre côté, en Chine, en 1743. Vous êtes une jeune fille dans un vaste champ. La terre est sèche. Rien ne pousse. La terre est sèche. Il pourrait y avoir une famine, mais vous vous sentez en sécurité en Chine. Dès l'époque des premiers documents, la prévention des famines et des inondations est considérée comme une tâche essentielle des souverains. La famine de 1743 est célèbre parce que les secours ont été exemplaires. La météorologie a permis de prévoir la crise. La sécheresse n'est pas un phénomène imprévisible. C'est l'absence de pluie pendant des mois. Donc les autorités savaient qu'il y aurait une sécheresse. Les greniers étaient pleins. Il est possible que 2 millions de personnes aient reçu de l'aide alimentaire. Grâce à ces sacs, vous ne mourrez pas de faim. Heureusement que vous ne vivez pas en Occident, mais en Orient. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, c'est la richesse qui est une honte. Au XIXe et au XXe siècle, la Chine est considérée comme un pays pauvre. Mais de l'époque de Marco Polo à la fin du XVIIIe siècle, les Européens en contact direct avec la Chine sont très impressionnés par sa richesse. Ils ne la considèrent pas du tout comme un pays arriéré. À la même époque, les États européens sont beaucoup plus petits. Ils n'ont pas de grenier public. Ils ont une autre idéologie politique. Pourraient-ils mettre en place le même système de grenier? Ce n'est pas la question. Il n'y a tout simplement pas de volonté politique pour cela. Vous partez vers une nouvelle vie. Votre père a mis toutes les affaires de la famille sur une charrette et a dit... On s'en va, j'en ai assez de la pauvreté pré-industrielle, assez de gratter la terre. Il a vendu votre petite ferme à un gros propriétaire foncier en échange de quelques pièces. D'ailleurs, tous vos voisins ont fait pareil. On passe d'une agriculture communautaire où tout le village cultive la terre et fonctionne quasiment comme une coopérative agricole à une agriculture où la terre est détenue par le capital, avec des fermes individuelles.
On peut voir ça comme l'accaparement des terres par les riches ou comme la création d'un système plus grand et plus efficace. Ce sont les deux à la fois. Il y a deux phases dans l'histoire de la pauvreté. Une très longue phase où les hommes vivaient pour l'essentiel à la campagne, puis une seconde phase, avec le développement des villes. De grandes inégalités apparaissent alors, et le problème de la pauvreté relative se pose. Autrement dit, de la coexistence de gens riches et de gens pauvres. Bienvenue dans une ville à l'époque de la révolution industrielle. Vous allez passer les 200 prochaines années à suer 10 heures par jour. Les machines sont de plus en plus rapides. Et vous travaillez de plus en plus dur pour suivre la cadence. Dans les premières décennies de la révolution industrielle, les conditions de vie ne se sont guère améliorées pour ceux qui constituaient la force de travail. Ces usines du diable recouraient massivement au travail des enfants. C'était horrible. Mais la révolution industrielle a permis de réduire fortement la pauvreté extrême, qui concernait 90% de la population mondiale en 1800. En 2011, elle ne concerne plus que 15 à 20% de la population. L'humanité progresse. Vous êtes un ouvrier textile âgé de 12 ans. Vous filez la laine avec une centaine d'autres garçons. Puis un jour, le chef vous arrête et vous montre la porte. Il n'y a plus de travail pour vous. C'est la faute à la guerre. Votre manufacture ne peut plus livrer le fil au tisserand. Elle n'a plus de débouchés. Le résultat, ce sont des risques totalement nouveaux. Par exemple, le risque d'avoir à traverser tout le pays pour un emploi spécialisé. Et que se passe-t-il si les machines sur lesquelles vous êtes habitué à travailler deviennent obsolètes et sont remplacées? Tout cela crée un nouveau type d'insécurité. Vous passez devant les travailleurs de la rue, les ramoneurs, les vendeurs d'allumettes, les mendiants, les prostituées. Vous avez peur. Mais heureusement, les gens importants imaginent une nouvelle manière d'aider les pauvres. Le dépôt de mendicité est une machine à transformer les voyous en honnêtes gens. Une des grandes réponses à la pauvreté, en particulier dans les villes, est le dépôt de mendicité, qu'on appelle aussi littéralement la maison de travail en Angleterre. Au début, ces institutions sont presque toujours punitives. On pense que les pauvres sont des hommes vaillants qu'on va pouvoir mettre au travail pour gagner de l'argent. Mais les gens qu'on accueille sont en fait des femmes, des personnes âgées et des infirmes. Et donc, assez vite, ces dépôts deviennent des lieux de relative bienfaisance. Qui voudrait affamer une femme de 90 ans? Vous êtes placé en dépôt de mendicité. À peine franchissez-vous la porte que votre corps se transforme. Vos cheveux poussent. Vos seins aussi. Et même votre ventre. Je cite souvent Jane Brown. C'était une prostituée londonienne de 17 ans. Elle est tombée enceinte. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait pas de famille, pas de revenus. Alors elle a attendu d'être sur le point d'accoucher pour se présenter à la porte du dépôt de mendicité de sa paroisse. Ils étaient coincés. Le bébé n'allait pas attendre. Alors ils ont envoyé la fille dans un service de maternité où elle a donné naissance à un vigoureux garçon. Puis elle est restée 6 mois au dépôt, contre toutes les règles de la paroisse. En résumé, elle a tiré avantage du système. Les pauvres comprennent comment le système fonctionne et le tournent à leur avantage. Vous entrez maintenant dans une cantine remplie de petits garçons affamés. Ça vous rappelle l'histoire d'Oliver Twist. On sert une soupe infecte.
Un garçon, peut-être votre fils, se lève et tend son bol en disant « Please, sir, I want some more. » Blimey, he wants more. Oliver Twist est l'exemple classique de l'indigence objectivée. C'est un petit garçon jeté dans un monde cruel. Avec ce roman, Dickens forge des clichés durables sur la pauvreté et les dépôts de mendicité. Après la parution du roman, toute une génération d'argonautes urbains part dans les bidonvilles à la recherche d'un stéréotype à décrire au lecteur. À force de détails, ces descriptions en deviennent presque obscènes. Le public s'indigne et le gouvernement est contraint d'apporter une réponse à la pauvreté. Les riches semblent souvent vouloir aider les pauvres. Mais jamais ils ne changent le système. Vous arrivez devant Karl Marx, le grand penseur du communisme. Vous lui demandez pourquoi les riches s'enrichissent et pas moi. Les riches sont prêts à tout pour aider les pauvres, sauf à une chose, arrêter de les exploiter. Karl vous offre gentiment une tasse de thé. Vous lui dites « Je veux sortir de la pauvreté. Comment faire ?» Faites trembler les classes dirigeantes. Faites la révolution communiste. En gros, Karl Marx pensait que la pauvreté était une conséquence du capitalisme. Dans ce système, les sociétés ont un but lucratif. Elles se structurent autour de la notion de bénéfice. Or, d'après Marx, un moyen d'accroître les bénéfices est de maintenir les salaires au niveau le plus bas possible. Vous cherchez le prolétariat dont oncle Karl vous a parlé. Mais vous êtes soudain happé par un autre mouvement. Des milliers de paysans et d'esclaves affranchis gravissent les montagnes du Brésil. Vous voilà devenu un disciple d'Antonio Conselheiro, le prêtre renégat. Il prêche tout à la fois, le christianisme, le communisme, l'amour libre et la fin du monde. Le royaume de Dieu est proche. Il descendra dans sa majesté, déposera les puissances et élèvera ceux qui souffrent, les pauvres. Ces pauvres. Antonio Conselheiro prêchait la fin du monde. Il a transformé le langage de la religion en arme politique et économique. 2 ans plus tard, vous vivez dans une ville nouvelle, la Cité des Pauvres, avec 30 000 autres personnes. La République brésilienne réagit violemment à ce mouvement de misérables qui se réapproprient leur avenir. Vite! Barricadez la ville! L'armée brésilienne attaque! Avec votre fusil tout rouillé, vous luttez contre 10 000 hommes équipés de mitrailleuses. Mais leurs balles ne pourront pas vous tuer. Vous retrouvez soudain le vrai prolétariat. Vous criez, vous manifestez, vous vous insurgez. Vous renversez des gouvernements dans le monde entier. Parfois, vous vous contentez de droits égaux, assortis d'une augmentation de salaire. Les élites ne cèdent jamais. Les grandes avancées résultent de l'union des travailleurs. Les pauvres se sortent eux-mêmes de la pauvreté. Vous êtes passé à l'ouest. Les autorités installent l'eau courante et le tout à l'égout. Les sanitaires, c'est mieux que la révolution.
Dans les pays en cours d'industrialisation, le changement commence au milieu du 19e siècle avec une hausse du revenu réel, y compris pour la classe ouvrière. Les guerres mondiales se succèdent. Il y a même une grande dépression. Malgré cela, vous trouvez que votre sort s'améliore. Les banlieues se développent, les voitures se multiplient, comme les réfrigérateurs, les aspirateurs, les téléviseurs. Mais qu'est-ce qui fait reculer la pauvreté exactement? C'est difficile à dire. Comment a-t-on fait? C'est une bonne question. Ce sont la science et la technologie. Les logements sociaux. Une agriculture plus productive. Les mouvements révolutionnaires. Le libéralisme économique. La croissance a été très rapide, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle s'est accélérée. Les économistes sont incapables de dire « faites ceci et cela et vous aurez de la croissance ». Il n'y a pas de recette. Mais quand ça arrive, si ça arrive, de nombreux problèmes se résolvent. Vous voilà de nouveau au sommet. Puis vous avancez dans le temps jusqu'aux années 2010. L'Inde, la Chine et l'Amérique latine rattrapent l'Europe et l'Amérique du Nord. Vous voyez des zones industrielles, des hôpitaux modernes, des tours d'habitation et des parcs à thème. La pauvreté est en passe d'être éradiquée. Lentement mais sûrement. Depuis 15 ans, il y a de moins en moins de gens qui vivent avec $1 par jour. C'est très inégal selon les pays, mais c'est en marche. Vous vous retournez dans votre sommeil. Moins de personnes souffrent de la faim dans le monde, mais il y a toujours des masses de gens au service des riches. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez une réponse. Vous vivez sous les palmiers. Derrière les montagnes, l'océan scintille. D'étranges bâtiments se profilent au loin. À la fin du 19e siècle, il y a déjà un mouvement soutenu de sortie de la pauvreté dans les régions du monde en cours d'industrialisation. Bien sûr, ça soulève de nombreuses questions. Que se passe-t-il dans le reste du monde? Le niveau de vie s'améliore-t-il aussi? Quel est l'impact du colonialisme? C'est un monde d'inégalité. L'Europe est le centre de l'accumulation des richesses et du pouvoir, et les autres nations plient progressivement sous son joug. Les racines de la pauvreté sont profondes en Afrique. La traite des Noirs a décimé les sociétés et tout le continent. Mais l'Afrique se distingue par une pauvreté intense, un manque d'équipement et une santé publique calamiteuse. Vous vendez des tissus sur un marché animé. On vous paie en cauris. Ces magnifiques coquillages servent de monnaie depuis des siècles. À chaque pièce d'étoffe vendue, votre bocal de cauris se remplit. Puis la police coloniale arrive. Elle n'aime pas votre monnaie. Les cauris, par exemple, sont une monnaie locale importante. C'est l'une des monnaies que les gouverneurs coloniaux vont essayer d'interdire, quelle que soit la fortune des gens. Même pour les commerçants. Un marchand d'étoffes, par exemple, ou un marchand d'esclaves, possède des tonnes de cauris. Eh bien, du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien. Tout le projet impérial européen est de bâtir un système mondial qui, sur le plan économique, crée de la pauvreté. C'est l'origine du concept de tiers-monde. Votre peau a changé de couleur. Vous êtes dans un camp.
Il y a un mois, vous étiez un paysan indien affamé. Aujourd'hui, vous êtes un ouvrier indien affamé. En plus, vous souffrez du choléra. C'est une mauvaise nouvelle. Un train circule sur une ligne construite par les Anglais. Un nuage s'en échappe. Un nuage de blé, de la nourriture. Mais soudain, vous comprenez que le train est plein de céréales destinées à l'exportation. La pauvreté est la pire forme de violence. La famine de 1876 dans le sud de l'Inde était due en partie à une mauvaise météo. La récolte avait été maigre. Mais la famine aurait pu être évitée. Simplement, on a continué d'exporter des céréales alors que les gens mouraient de faim. On a expédié vers l'Angleterre d'énormes quantités de nourriture produite sur place, alors qu'elles auraient pu servir à nourrir les 6 à 10 millions de personnes qui n'ont pas survécu à la famine. Vous servez maintenant de l'alcool aux travailleurs pauvres d'Afrique du Sud. Autrefois, ils étaient paysans. Mais l'homme blanc a pris leur terre. Durant le jour, ils descendent dans la mine. Le soir venu, ils s'emportent contre un système qui les condamne à la pauvreté à cause de leur couleur de peau. Avec la loi agraire de 1913, les Noirs ne peuvent quasiment plus acquérir de terre. De vastes pans du territoire sont réservés aux Blancs. On a besoin des Noirs en ville comme main-d'œuvre. On n'est pas tenu de les loger, ni de leur verser un salaire décent. Les femmes lavent du linge, cuisinent ou brassent de la bière. C'est la raison pour laquelle on voit apparaître progressivement des bidonvilles à proximité des villes. Regardez dans ce verre rempli de la bière que vous brassez. Vous allez voir les 30 prochaines années de l'humanité. Voici des hordes de chars blindés, des raids aériens, des camps de concentration. Puis des images plus réjouissantes. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Les peuples noirs sont en liesse. De nouveaux drapeaux flottent. Après la création de l'ONU, il y a une flambée de nationalisme en Afrique et en Asie. De nouvelles nations voient le jour. L'Inde en 1947, le Ghana en Afrique subsaharienne en 1957. Elles deviennent toutes membres des Nations Unies. Et donc les questions comme la fin du colonialisme ou la richesse et la pauvreté relative des nations sont débattues au sein de l'ONU. Vous avez changé. Vous portez une robe luxueuse. Des hommes en costume vous suivent. Vous n'êtes plus pauvre. Vous êtes la future chef d'État d'un pays pauvre. Vous êtes venu écouter un discours. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity possesses the knowledge and skill to relieve the suffering of these people. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre. Le monde se divise maintenant en pays riches et pauvres. Les premiers finissent par accepter d'aider les seconds. Dans les années 1940 et 50, on pensait pouvoir régler le problème de la pauvreté en créant un système économique mondial. Oh, un ascenseur. Appuyez tout en haut. Le toit abrite un véritable aéroport. Des avions volent au-dessus de votre tête et des hélicoptères décollent, chargés d'aide internationale. Ils transportent des tonnes de nouvelles semences et de médicaments. Dans les années 1950-1960, il y a eu des efforts internationaux coordonnés pour développer de meilleures variétés de céréales, destinées en particulier à l'Asie.
Cela a vraiment augmenté la productivité des terres. La révolution verte a sauvé des millions de personnes de la famine. Et grâce à elle, l'Inde, qui ne parvenait pas à l'autosuffisance alimentaire, est devenue un pays exportateur de produits agricoles. Les masses d'air soulevées par les hélicoptères vous repoussent vers l'ascenseur. Il n'y a plus que 2 boutons. Pour la Chine ou l'Afrique. Vous choisissez la Chine. Vous rejoignez une queue dans une immense ferme collective à l'époque du grand bond en avant de Mao. Mao se soucie beaucoup de la pauvreté, non pas des individus, mais de la nation tout entière. Il cherche à élever le niveau économique de la Chine. La pauvreté stimule le désir de changement, le désir d'action, le désir de révolution. L'idée était la suivante. La Chine n'a pas besoin d'aide étrangère ou de gros capitaux à investir parce qu'elle a une population nombreuse. Si tous les Chinois contribuent à l'effort industriel, la Chine sera aussi productive que les pays industrialisés avancés. Que tenez-vous dans les mains? Des casseroles et des ustensiles en métal, comme tout le monde. Devant vous, il y a un grand feu. Pour rendre la Chine productive dans le secteur de l'acier, Mao veut que tous les Chinois aient leur propre fonderie. Ceux qui n'en ont pas sont considérés comme arriérés. Les communes sont soumises à un contrôle très strict. Elles doivent produire un certain volume d'acier. Ceux qui n'ont rien d'autre à donner doivent sacrifier leurs casseroles, même si l'acier ainsi obtenu est souvent inutilisable. Vous n'avez plus de casserole, mais qu'importe. De toute façon, vous n'avez plus rien à cuire. La récolte a été mauvaise. La conséquence est terrible. C'est la grande famine de Chine. C'est un raz-de-marée qui fait des millions de morts. Il y a maintenant un consensus sur le chiffre de 30 millions de morts en 3 ans. Si seulement vous aviez appuyé sur le bouton pour l'Afrique. Revoilà l'ascenseur. Dépêchez-vous. Appuyez en bas. On vous prie de vous asseoir à une grande table. Vous êtes le seul noir au milieu d'hommes d'affaires blancs. Ils vous donnent tous du Monsieur le Président. Le Ghana a été le second pays d'Afrique subsaharienne à gagner son indépendance. C'était en 1957, grâce au grand dirigeant Kwame Nkrumah. L'aide a afflué à cette époque. C'était de l'aide occidentale et des crédits octroyés par des entreprises privées. Il est indéniable que le continent a reçu énormément d'aide. Mais avec quel résultat? On peut se poser la question. On veut vous aider à créer des usines dans votre jeune pays. Cela apportera la prospérité à votre peuple, vous fait-on miroiter. Un homme vous dit, mais avant tout, il faut construire le plus grand barrage du monde. Un autre enchaîne, on va vous prêter des millions de dollars. Vous n'aurez qu'à nous rembourser plus tard. Un taux d'intérêt faramineux. On a construit un grand barrage sur la Volta et créé un immense lac artificiel. Le Ghana était censé devenir le premier producteur mondial de bauxite et d'aluminium. On pensait vraiment qu'il en résulterait un monde meilleur. Le Ghana a bien produit la matière première, mais ce n'était pas très efficace. Et le retour sur investissement s'est révélé maigre. On croyait qu'en donnant plus de moyens à ces pays, en lançant les bons programmes, en construisant de grands barrages, ça finirait par bénéficier aux plus pauvres, que ça générerait de la croissance économique au bénéfice de tous. L'Afrique et de nombreux pays en développement ont accumulé des dettes. On aurait dû leur donner cet argent au lieu de leur prêter. Quand ils sont devenus incapables de rembourser leurs prêts, le FMI et la Banque mondiale leur ont imposé une cure d'austérité. Il n'était plus question de faire du développement. Les grands programmes ont été stoppés.
La dette a bloqué la croissance du Ghana pendant les 20 années suivantes et le pauvre Nkrumah a été renversé. Des soldats surgissent dans votre bureau. Vous parvenez à vous sauver. Au cours de votre fuite, vous voyez des atrocités. Des enfants soldats armés de Kalachnikov, des amputations, des viols, des massacres, des famines. Bien souvent, ces famines ne sont pas dues à une pénurie de nourriture dans le monde. Prenez l'exemple de la Somalie en 2011. Elles ne sont pas dues à un manque d'aide. On sait qu'il y a une mauvaise récolte en Afrique de l'Est tous les 12 ou 15 ans. Dans un État qui fonctionne, quand la récolte est mauvaise, vous levez des fonds, vous achetez de la nourriture, vous la faites venir et vous en assurez la distribution. Vous ne laissez pas votre peuple mourir de faim. La formule est-elle capitalisme plus État-providence moins guerre civile égale réduction de la pauvreté? Oui, si on simplifie. Mais encore faut-il pouvoir appliquer cette formule. Ce n'est pas toujours possible. On a souvent le capitalisme sans l'État-providence ou l'État-providence sans la croissance économique. Dans un cas comme dans l'autre, on est coincé. Les écarts se creusent. Les bidonvilles s'étendent et les gratte-ciel montent toujours plus haut. Les réfugiés escaladent les murs et les autoroutes craquent sous le poids des grosses voitures. Les océans se remplissent de cargos et les camps de crèvent la faim. Vous descendez pour mieux voir. Vous apparaissez dans un jeu télévisé intitulé « Qui veut gagner des milliards ?» Qui veut gagner des milliards? L'animateur présente la première concurrente. Elle vient du Bangladesh. Elle a souscrit un emprunt à un faible taux d'intérêt auprès d'un établissement de microfinance. Elle a investi l'argent dans un étal de rue et possède maintenant un supermarché. Le meilleur moyen d'éliminer la pauvreté est de donner les moyens à chacun de s'en sortir par lui-même. Lula, l'ancien président du Brésil, est né dans la pauvreté. Il a su aider d'autres à s'en sortir. Le Brésil devait assurer l'égalité des chances. On s'est demandé vers quoi la société devait aller. Le Brésil a commencé par investir massivement dans l'éducation et a incité les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Cette politique a brisé la spirale de la pauvreté. L'animateur en vient à vous, le concurrent chinois. Vous vous appelez Zhong Xinao. Vous étiez un pauvre ouvrier agricole. Vous êtes parti à la ville pour vendre des glaces. 20 ans plus tard, vous êtes devenu le plus grand fabricant de boissons de Chine, grâce à votre Future Cola. Au cours des 30 dernières années, la Chine a montré qu'il était possible de réduire sensiblement la pauvreté. Plusieurs centaines de millions de Chinois en sont sortis. Et voici pour vous tous maintenant la grande question à 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qui fait reculer la pauvreté aujourd'hui? Est-ce A, l'aide internationale, B, le communisme, C, les dépenses publiques, ou D, la mondialisation? En Chine, deux mobilités sont possibles. La mobilité géographique et la mobilité sociale. Même les plus pauvres tentent l'aventure. Ils partent en ville où ils se retrouvent exploités sur des chantiers de construction. Souvent, ils ne sont même pas payés. On entend beaucoup d'histoires comme ça. Alors pourquoi partent-ils? Parce que malgré tous les désagréments, en ville, ils ont une chance d'améliorer leur sort. Certes, un nombre important de Chinois sont sortis de la pauvreté. Mais pour cela, ils ont dû quitter leur communauté traditionnelle pour travailler dans des usines, dans des conditions inhumaines. Personne ne peut raisonnablement dire que ces ouvriers exploités se sont enrichis. Dépenses publiques, mondialisation.
La question est difficile. Mais vous dites... La mondialisation. L'animateur dit, c'est la bonne... Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, des émeutiers envahissent le plateau télé. Ce sont des paysans boliviens qui manifestent contre la vente de leurs sources d'eau à une société privée. Je ne dis pas que la mondialisation est une mauvaise chose en soi. Tout dépend des règles du jeu. Mais pour l'instant, ces règles sont édictées par les riches pour les riches. Le capital peut circuler partout librement, sans contrainte, et s'investir où il veut. Mais pas la main-d'œuvre. Un Indien pauvre qui a appris la coiffure et veut exercer son métier en Allemagne ou en Amérique ne pourra pas entrer dans ces pays. Vous voilà devant une ambassade. Vous faites la queue durant des heures. Vous demandez un visa. Vous devez remplir des pages et des pages de formulaires. La pauvreté est très différente de ce qu'elle était autrefois. Il y a un vrai changement, parce qu'aujourd'hui, la pauvreté serait facilement évitable. La moitié la plus pauvre de l'humanité gagne moins de 3% du PIB mondial. Il ne serait pas bien difficile de réorganiser le monde pour qu'ils aient 5% du PIB mondial, par exemple. Leur sort en serait déjà grandement amélioré. Cela permettrait d'éliminer la pauvreté absolue. Vous donnez le formulaire à un homme qui le déchire sous vos yeux. Vous voilà sur un vaste océan, à bord d'une frêle embarcation. Vous fuyez votre pays pauvre pour un pays riche. Mais dans l'eau, vous apercevez des billets de banque. Ils quittent votre pays en direction des pays riches. Les flux de capitaux en provenance des pays pauvres sont estimés à environ 1000 milliards de dollars américains. C'est 8 à 10 fois le montant de l'aide internationale injectée dans ces pays. Une réforme de ce système serait beaucoup plus efficace pour réduire la pauvreté que toute l'aide au développement. L'ordre du monde se négocie à Washington, à Genève ou dans d'autres capitales. Il faut le réformer. Mais les principaux intéressés n'ont pas accès à ces lieux de pouvoir et à ces leviers. Vous avez maintenant un travail dans un pays riche, dans une salle des ventes prospère. Même si vous n'êtes qu'un stagiaire non rémunéré. Votre travail consiste à porter les tableaux dans la salle. Voici le cri d'Edouard Monk. 24 millions. 24 millions, 26 millions. On ne sait pas vers quoi on va. Les écarts dans le monde vont-ils encore se creuser? Le changement climatique, l'augmentation de la population mondiale, les tensions et les inégalités croissantes créent un quart-monde dans les pays riches qui devient le pendant du tiers-monde. Les enchères s'élèvent à plusieurs dizaines de millions. 48 millions ici. 49 millions, 50 millions ici. 60 millions. 48 millions. 50 millions. À chaque coup de marteau du commissaire-priseur, vous entendez le tableau crier. Et un nouvel avenir apocalyptique se profile. Récession mondiale, réchauffement planétaire, pandémie virale. Vous vous réveillez en sursaut. Ce n'était qu'un rêve. C'est l'heure de se lever et de partir. Vous passez une porte. Vous marchez dans la rue d'une ville moderne, parmi la foule qui manifeste. La théorie du ruissellement économique prétend que la croissance économique suffit seule à enrichir tout le monde. Selon l'adage, la marée montante remet tous les bateaux à flot.
Mais c'est faux. Il y a eu un accroissement prodigieux des inégalités. On ne peut même plus parler de stagnation. Au bas de l'échelle, les gens se sont considérablement appauvris. On s'attaque à un problème, et à peine a-t-on trouvé la solution que les classes moyennes et les riches surgissent et accaparent toutes les ressources. Le riche s'enrichit, tandis que le pauvre s'appauvrit. Si ce sentiment se généralise, il peut avoir de graves conséquences sur l'économie et la stabilité politique. Au coin d'une rue, vous voyez une maison. C'est ma maison. Votre maison. Et voilà toutes vos affaires. C'est votre miroir. On dirait un rêve. Mais ce n'en est pas un. Maintenant, vous êtes pauvre. Je suis